Floride accueillait la deuxième manche de l'IMSA 2025 avec les 12 heures de Sebring le week-end dernier, une épreuve toujours aussi mythique sur un circuit qui l'est tout autant, mais le résultat lui est demeuré le même par rapport aux 24 heures de Daytona puisque c'est encore une fois Porsche Penske Motorsport qui s'est imposé avec la Porsche 963 numéro 7 du trio Nick Tandy, Felipe Nasser et Lorenz Vanthoor, une deuxième victoire en 2 courses pour cet équipage qui a une nouvelle fois apposé sa griffe sur cette épreuve et qui permet notamment à Nick Tandy de rentrer encore un peu plus dans l'histoire de l'endurance, ces 12 heures de Sebring sur lequel nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit, et pour cela je serai avec Thibaut Villemont, tout juste de retour de Floride et qui a suivi sur place évidemment ces 12 heures de Sebring. Thibaut, Porsche Penske Motorsport a donc réalisé un doublé relativement rare dans l'histoire. On en avait un petit peu parlé avant le week-end de course, le week-end de Sebring, la deuxième manche du championnat IMSA 2025. Gagner Daytona et Sebring est une statistique assez peu courante dans l'histoire, et d'autant plus quand ce sont les mêmes pilotes, et ici Lorenz Vanthoor, Felipe Nasser et Nick Tandy. Et Nick Tandy, comme je disais en introduction, qui est encore entré un peu plus dans l'histoire de l'endurance, Thibaut. Pour ouvrir ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, j'ai envie de te poser une question, alors peut-être un peu franche, mais est-ce que Porsche Penske Motorsport a déjà tué le suspense dans cette saison IMSA 2025 ? Salut Pierre, salut à tous. Bien revenu de Floride, un peu malade. Je pense que dans l'avion, ils ont voulu nous congeler. Mais bon, voilà, c'est dommage parce que sur place, il a fait beau, c'était top. Comme d'hab, vraiment un meeting de Sebring qui est toujours aussi sympa, un circuit incroyable, comme tu me l'as si bien dit, Pierre. Il y avait une super ambiance, donc voilà, c'était très chouette. Et puis oui, un beau vainqueur, Porsche Penske, les deux entités qui n'avaient pu gagner à Sebring depuis 2008, une victoire commune avec un succès incroyable de la RS Spider LMP2 de Romain Dumas, Timo Bernhard et Manuel Collard. Et là, oui, comme tu le dis, Porsche a frappé un gros coup. Déjà, on avait vu à Daytona. C'est un petit peu devenu la force tranquille de l'IMSA. En 2023, ça a été complexe, la saison, tant en IMSA qu'en WEC. Et là, depuis l'an dernier, ça devient sacrément solide. Et encore plus, j'ai envie de dire, en IMSA qu'en WEC. Après, c'est peut-être dû aussi à d'autres facteurs. Mais en tous les cas, la branche américaine, si on peut dire, de Porsche Penske Motorsport, là, ça devient quand même très, très fort. On en discutait avec Mathieu Jaminet à l'arrivée, qui nous disait, t'as qu'à regarder, il n'y a eu aucune erreur de pilote, il n'y a eu aucune pénalité. Ça a été les deux voitures tout le temps devant, comme à Daytona. Alors oui, au final, il y a même au niveau de la perf où ils sont un petit peu supérieurs, mais c'est très très loin d'être criant. C'est plus sur, voilà, aujourd'hui en exploitation de course, bravo à eux, ils ont atteint du très haut niveau. Et même si en début de course, il y a même eu un petit couac avec la direction de course parce que sous un Fukurcelo, la pit lane a été ouverte un peu tard et donc les deux Porsche et une Acura n'ont pas pu s'y jeter. Et ben voilà, ils ont réussi à chaque fois à faire en sorte d'être dans les bons coups. Et honnêtement, c'est une victoire totalement implacable. Après, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils ont tué les suspens? C'est grandissime favori à leur propre succession, ça c'est évident sur la saison. On l'avait déjà même décelé un petit peu à Daytona. Et là, ça allait encore plus avec encore deux voitures sur le podium. Après, voilà, il faut faire attention parce que l'IMSA, déjà, il y a une BOP qui va entrer en jeu. On va pas se mentir, il y a un moment, les instances dirigeantes vont tout faire en sorte pour les freiner pour pas qu'ils écrasent la concurrence. La saison est encore longue, rien n'est joué. Puis surtout, il y a un système de points qui ne. Faut pas oublier que les manches d'endurance ne rapportent pas plus de points que les manches sprint. Donc, il suffit d'un résultat en deçà des espérances et ça peut tout relancer. Donc, tout n'est pas joué, mais en tous les cas, pour répondre à ta question, pour moi, ils sont archi favoris pour le titre. D'autant plus Thibaut que certes à Daytona ils se sont imposés avec la manière, bon on connaît les fins de course américaines, souvent les dernières neutralisations regroupent le paquet et c'est à celui qui se joue le mieux du restart qui souvent trouve l'ouverture et peut aller gagner. Là ils se sont imposés sur un circuit quand même qui est très difficile Thibaut pour les voitures, pour aussi les pilotes physiquement, c'est quand même un circuit on sait avec les fameux bumps, le respect de bumps, environ 30% du circuit qui est composé de ces bosses.
comme tu disais, dans l'exploitation de la voiture, là ça vraiment, pour moi, ça a marqué la concurrence. Enfin, c'est mon sentiment. Est-ce que c'est un petit peu aussi le cas chez les adversaires sur lesquels on va revenir par la suite? Ouais, ils ont été un peu marqués. Puis surtout, il faut savoir que jusque-là, tu fais bien de le noter, c'est en dehors du fait qu'un circuit comme Sebring est très très contraignant pour la mécanique. Il faut savoir que jusque-là, la 963 était très peu à l'aise sur les bosses. On a pu le voir à Sebring, on a pu le voir à Imola, on a pu le voir et aussi sur un circuit comme Petit Le Mans. Dès que c'est un petit peu bosselé, ils n'y arrivaient pas. Donc là, il faut savoir qu'ils ont Porsche a mis des évos sur sa voiture durant l'hiver. Et il y a notamment cette suspension avant qui a été retravaillée. Et c'est au final, il semblerait que ça ait porté ses fruits. Alors les pilotes nous disent qu'au volant, ils ne le ressentent pas forcément. Mais en tous les cas, on n'avait jamais vu la 963 aussi à son aise sur le tracé de Sebring. Et ça, c'est très encourageant pour la suite. Ça prouve que l'objectif a été atteint, à savoir qu'ils ont une voiture qui maintenant va être à l'aise sur différents terrains. On la savait très à l'aise sur des billards comme le Qatar, on ne va pas y revenir, comme les 24 heures du Mans, mais en tous les cas, là, ils ont prouvé l'être aussi sur des circuits comme ça, donc un circuit comme Détroit notamment, qui est bosselé. Ce sera aussi intéressant, ils vont aussi répondre présent. Pour une petite anecdote, faut aussi voir que Porsche Penske connaît la voiture par cœur, et parmi les top teams, excusez-moi, je ne mets pas BMW dedans, il y a eux et Action Express. Wayne Taylor ira prendre une nouvelle voiture. Meyer Shank Acura, en dehors de la collaboration, ça fait un an qu'ils n'étaient plus là. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Et Porsche, c'est de la continuité, c'est des pilotes qui connaissent l'auto. Il n'y a rien à dire aujourd'hui, ça roule. Et oui, je pense que le doublé à Sebring a mis un coup sur la tête à la concurrence, encore plus que de Daytona. Thibaut, on va forcément parler de Nick Tandy rapidement. C'est encore une nouvelle victoire pour le Britannique de 40 ans. Il se bonifie avec l'âge, comme le vin, je ne sais pas, mais en tout cas, il ajoute Sebring à un palmarès incroyable. Alors il épingle, alors ça va toujours sujet à débat, ce genre de trophée non officiel ou pas, mais il épingle la triple couronne de l'endurance, à savoir Le Mans, Daytona et Sebring. Fait encore plus notable, les trois pilotes sont potentiellement en course pour épingler cette triple couronne la même année, donc en 2025, puisque Felipe Nasser, Lorenz Vantor et Nick Tandy, qui ont gagné Daytona et Sebring, seront aux 24 heures du Mans, certes pas sur la même voiture, puisqu'évidemment Lorenz Vantor sera sur la voiture WEC, évidemment. Thibaut, Nick Tandy, tu parlais de force tranquille pour Porsche Penske, on a l'impression que c'est aussi force tranquille de Porsche Penske Motorsport aux États-Unis, alors que dans un autre registre, Felipe Nasser, lui, a encore été incroyable sur le plan de la vitesse pure. Ouais, chapeau à Nick. Alors voilà, c'était le premier à Daytona, il est devenu le premier à remporter les 4 doubles tours d'horloge majeurs. Et là maintenant, alors oui, comme tu dis, la triple couronne de l'endurance. Maintenant, on parle des 36 heures. Il y a les 36 heures de Floride. Il y a le Big 6. Voilà, on peut tout inventer, hein. Mais en tous les cas, non. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça y est, Nick, il a remporté toutes les plus grandes courses d'endurance de la planète. Honnêtement, il y a rien à dire. C'est un mec. Honnêtement, je ne l'ai pas senti excessivement épanoui depuis le début du programme 963 et là, j'ai l'impression qu'il s'éclate. Donc, c'est chouette et c'est aussi certainement lié au fait que Porsche a énormément progressé. Je ne sais pas si Daytona lui a donné encore, le fait de gagner Daytona lui a donné encore plus faim pour la suite. En tous les cas, ça fonctionne bien pour lui et bah voilà, chapeau, hein. Chapeau, c'est un des plus grands, ça devient un des plus grands pilotes d'endurance de l'histoire et il le mérite et c'est vraiment globalement un pur produit d'endurance. C'est quelqu'un qui a une trajectoire qui est quand même assez particulière. Mais ça en reste un pilote exceptionnel et qu'il a encore démontré. Il a encore de belles années devant lui. Il n'est pas prêt à arrêter parce que je peux vous dire que c'est un pur passionné. Mais bon, sa carrière, elle est faite, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, ouais, un grand coup de chapeau. Après, comme tu disais, Felipe Nasser a été très fort. Globalement, honnêtement, les 6 pilotes Porsche ont été forts. Les 6 pilotes Porsche ont été forts. Comme à Daytona, la 6, c'est un tout petit peu en retrait pour une raison que personne n'explique. Notamment, ils détruisaient un peu plus leur pneu arrière. Il leur manque ce petit truc pour prendre le dessus sur la voiture sœur. On l'avait déjà vu à Daytona et il faut que l'équipe arrive à mettre le doigt dessus parce que la 7 ne va pas toujours répondre présent. Forcément, il y a un moment, voilà, ça va être aussi à la 6 et ils ont fait aussi un boulot remarquable, mais en perf pur, la voiture en avait un petit peu plus. Après, Felipe Nasser, on connaît son talent. Voilà, ils ont tous. Mais avant, voilà, il y a Nick Tandy qui a été l'auteur d'un super dépassement sur la Cadillac numéro 31 qui est alors emmené par Earl Bamber. C'est la copie parfaite pour Porsche. C'est ce que disait, je sais plus, je crois que c'est Laurence Vantor à l'arrivée qui disait j'aimerais bien trouver un petit truc à dire. Et après, en rigolant, il a fait ah, si, là, il y a une trace sur la voiture que j'avais pas vue au départ. C'est bien tout ce qu'il a pu noter. Preuve que la course, effectivement, de Porsche Penske Motorsport a été quasi parfaite.
Maintenant, on va parler de la concurrence, Thibaut. La concurrence, on a vu tout d'abord BMW comme à Daytona en qualification avec un excellent Dries Vanthoor, fidèle à sa réputation, hein, très véloce sur un tour. Mais Dries Vanthoor a encore fait une boulette, hein, on va clairement l'appeler comme ça, dès le départ, puisqu'il a changé de ligne avant de franchir la ligne de départ, et donc pénalité, drive-through. Et à partir de là, on a moins vu les BMW aux avant-postes. Au-delà de cette pénalité, il en manquait sans doute un petit peu au M Hybrid V8, Thibaut, sur cette manche de Sebring. Oui, il en manquait un petit peu, c'est vrai. Après, ouais, Driss, il a fait du Driss. C'est un pilote absolument extraordinaire. Honnêtement, moi, quand je vois, même par rapport à ses équipiers, il est absolument incroyable. Maintenant, il faut, et il le dit lui-même, hein, il a été très honnête, et bravo à lui. Il a été extrêmement honnête lorsqu'il a parlé au micro. Faut qu'il y a des fois, il faut Qui se faut pas. tempère. Voilà, c'est un peu ça. Et mais ça va rentrer. Là-dessus, j'en mets ma main à couper. Il y a aucun souci. Ça va le faire. Après, il faut savoir que c'est derrière, oui, on attendait mieux. On attendait mieux des BM, on attendait mieux des BM parce qu'aussi la BOP leur est quand même bien favorable. Au final, ça a été les pas les plus en vue. Ils ont perdu quand même une voiture d'une manière assez malchanceuse, hein, avec une Acura de Meilleur Champ Racing qui ressort des stands, qui la percute. Ça, les pauvres BMW M10 Merelen n'étaient vraiment pour rien. Mais voilà, au vu de la pointe de vitesse qu'on avait entrevue à Daytona, qu'on avait entrevue à Sebring, autant en essai qu'en qualif avec Dries Vanthoor qui signait donc sa deuxième pole position en autant de courses en IMSA cette année. On en attendait mieux. Il va falloir encore hausser son niveau de jeu, notamment au niveau de l'exploitation de course, au niveau des stratégies pour se hisser au niveau de Porsche Penske qui vraiment maintenant frôle l'excellence en IMSA. On en attend un peu mieux, mais honnêtement, par contre, on compare à l'an passé, c'est Oui, c'est le jour clairement. et la nuit. Hein. Voilà, l'année passée, le début de saison avait été absolument catastrophique. La saison de BMW Team RLL a été sauvée l'an passé par cette victoire très chanceuse à Indianapolis. Mais c'est tout. Sinon, ils sont passés complètement au travers, complètement au travers. Donc, il y a du mieux. Il y a du mieux. Je pense que ça va le faire aussi. On va pas se mentir. Aussi des meilleurs équipages, hein, au niveau des pilotes. Ils ont perdu Niki Eloli, qui était le rouage essentiel, mais aujourd'hui, ils s'appuient sur notamment une partie de leur effectif WEC et là, c'est très solide. Je pense qu'ils vont y arriver, mais ils sont pas encore là où on les attend. Et pourtant, encore une fois, il y a une BOP qui est quand même assez favorable. Donc, il y a pas de raison. On n'explique pas ça. Et donc la principale force d'opposition à Porsche Penske Motorsport, Thibaut, que donc on a vu sur le podium, reste Acura, meilleur Shank Racing, hein, comme aux 24 heures de Daytona. Alors si la numéro 60 était sur le podium en janvier dernier, c'est cette fois la numéro 93 qui s'est hissée sur la boîte derrière les deux Porsche Penske. Acura, meilleur Shank Racing a encore été là, mais comme BMW, donc tu le disais, une voiture qui a été impliquée dans l'accrochage dans les stands, et au-delà de ça, il en manquait peut-être encore un peu à la RX06. Ouais, il en manque encore un peu. Par contre, honnêtement, quand on voit, là, c'est peut-être. Voilà, il y a peut-être un peu de perf, mais ça faisait un an, hein, que Meilleur Shank Racing n'était pas en IMSA. En l'occurrence, là, la 93, c'est la voiture qui est couvée, hein, par HRC. L'autre étant davantage badgé Meilleur Shank Racing. Ils sont là, honnêtement, ça fait deux courses. On a eu l'occasion de discuter avec David Salters, hein, le patron de HRC USA, après l'arrivée. Il a dit on a maximisé notre potentiel à deux reprises. À deux reprises, on ne s'attend pas à être là. On ne s'attend pas à terminer sur le podium. À deux reprises, on y arrive. Donc c'est encore des gros points marqués au championnat. Et malgré un niveau de perf qui est en deçà clairement de certains de leurs concurrents, bah, ils sont là. Mais par exemple, si on regarde la moyenne des 20%, les 20% des meilleurs tours en course à Sebring, il y a là la meilleure Acura, à savoir donc la 93. Elle n'est entre guillemets que cinquième du classement, derrière les deux Porsche, la BMW 25 et la Cadillac 31. Ça n'était pas la voiture la plus rapide, mais encore une fois, ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Et surtout, comme disait David Satter, ça maximisait leur potentiel. Ça va compter. Voilà. Mais faut pas oublier, voilà, les ingénieurs de la 93 sont jeunes. Ils ont encore beaucoup à apprendre. Il faut que la mayonnaise reprenne entre Acura et Meilleur Shank. Mais moi, aujourd'hui, vous me posez la question. Je dis, ouais, début de saison réussi pour Acura et Meilleur Shank Racing avec une très bonne voiture et ça va payer, c'est certain. Très rapidement, ils vont être là. Il n'y a aucun souci. Moi, je ne mets pas ça, je mets pas ça au rayon des déceptions. Sauf, encore une fois, l'erreur qui a été commise avec la numéro 60 en la relâchant des stands qui a percuté la BMW numéro 24. Et ça a été quand même dommageable parce que ça nous a fait perdre deux ténors. Et puis, très bon,
Très bonne performance aussi hein, des pilotes. Ils ont vraiment des très bons pilotes et un Niki Loli qui a été vraiment extraordinaire. Lui qui est un transfuge de BMW et qui réapprend, si on peut dire, une nouvelle voiture. Thibaut, par contre, la déception de ces 12 heures de Sebring reste forcément le clan Cadillac. Si la numéro 31 du Willen Cadillac d'Action Express Racing termine quatrième avec Jake Aitken, Earl Bamber et Fred Vesti, une voiture qu'on a souvent vue aux avant-postes, Thibaut. En revanche, dans le clan Wayne Taylor Racing, c'est un début de saison pour le coup très très compliqué. La numéro 10 a été rapidement freinée par un souci d'accélérateur. Comment tu expliques ce début de saison, Thibaut? Certes, il faut que la mayonnaise reprenne entre les deux parties, entre Cadillac et Wayne Taylor, mais on a l'impression que c'est plus compliqué que prévu. Pour moi, c'est la déception du début de saison, c'est certain, parce que on connaît les qualités du team, on connaît les qualités de la voiture, et on attendait peut-être un petit peu mieux. Encore une fois, ils découvrent cet outil, la V-Series R, puisqu'ils étaient jusque-là avec la Acura RX06. Maintenant, j'ai un peu la sensation, je peux me tromper, mais que quand je lis les interviews, quand on parle aux pilotes, ils font ressentir qu'en fait, malgré toute l'expérience de Cadillac et d'Alara, ils ont un petit peu leur propre philosophie, ils aiment bien essayer des choses. Et là, notamment, ils se plaignaient de ne pas l'avoir fait à Daytona. Ils l'ont fait durant l'IMSA Sanction Test, ils étaient contents. Excusez-moi, mais Wayne Taylor, c'est quand même fait. Ils ont vraiment souffert de la comparaison par rapport à Action Express Racing pour ne pas être plus violent. Ça a été dur, honnêtement. Action Express Racing, il y a une voiture, Wayne Taylor en a deux, alors qu'aujourd'hui, tous les pilotes de toutes les équipes disent qu'il y a beaucoup de communication entre toutes les équipes Cadillac, y compris Jota qui est en WEC. Et là, c'est étonnant. Donc, après les essais, il semblerait que Wayne Taylor soit un petit peu plus revenu vers les réglages d'Action Express Racing. Ça leur a permis d'être un petit peu plus saignant en course, mais pas de là à aller menacer la numéro 31. Après, c'est décevant. La numéro 10, la numéro 10 a eu un problème d'accélérateur très tôt dans la course. Elle a perdu 2 tours. Et après, on a perdu un troisième après ce qui s'apparente à être une erreur de la direction de course, à savoir que la numéro 10 a pris un drive-through pour avoir poussé l'une des Ferrari de Triarzi, si je ne m'abuse. Et alors qu'en fait, l'équipe l'a prouvé avec la caméra embarquée, il n'y a pas eu de contact. La voiture est juste derrière, mais il s'avère que Scardina pas tout seul en tête à queue. Maintenant, je n'ai pas eu de commentaires de la part de Scardina, mais il semblerait que la pénalité n'était pas du tout justifiée et ça a mis d'ailleurs Wayne Taylor dans une colère noire. Oui, on l'a vu avec les déclarations d'après-course. C'est ça, ça a été assez violent. Mais bon, globalement, voilà, il y a quand même eu des erreurs de commises de la part de l'équipe, de la part des pilotes. Pour la C'est 40 décevant notamment, et- Thibaut, avec le petit contact de Brendan Hartley dans le... Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. On peut pas dire que la prestation a été parfaite et que c'est juste lié éventuellement à un manque de perf dû à la BOP ou quoi que ce soit. L'équipe est talentueuse, ils vont hausser leur niveau de jeu. Par contre, il va falloir le faire rapidement. Alors que on disait que Acura était la troisième force avec un deuxième podium en 2 courses. Mais bon, clairement, hein, la principale opposante aux deux Porsche Penske à Sebring, ça a été la Cadillac numéro 31. Mais là, ça allait rentrer dans le rang en fin de course. Elle a eu des petits dommages qui lui ont fait perdre en perf. C'est dommage parce qu'elle était vraiment très rapide. On l'a vu notamment en essai libre 3 lors de la session nocturne, notamment en particulier de nuit. Et là, elle a pas réussi, à rivaliser. Pareil, ils ont eu un souci de l'injection en essence, donc ils ont dû faire un arrêt qui s'est, je crois, 10 ou 15 secondes plus long que prévu. Ils ont perdu, c'était en fin de course, ils ont perdu beaucoup. Donc en perf, la Cadillac, elle avait vraiment un coup à jouer. Et pour cause, hein, si on prend les 20% des meilleurs tours en course, elle se situe entre les deux Porsche Penske, hein. Même si c'est très très serré entre les trois, elles étaient à peu près sur au même niveau de performance, mais preuve que la Cadillac numéro 31 a été très bien. Donc on se réjouit aussi de voir Wayne Taylor aux 24 heures du Mans, mais il va falloir hausser son niveau de jeu parce que sinon ils vont souffrir. Thibaut, pour conclure cette partie GTP, on va s'arrêter sur Aston Martin et la première course de la Valkyrie en IMSA, puisque on vous rappelle que la voiture avait débuté en championnat du monde d'endurance lors des 1812 km du Qatar. Des débuts de la Valkyrie, finalement, pas si ridicules que ça, Thibaut, sur le circuit de Sebring, qu'on sait très cassant et un petit peu juge de paix pour ce qui concerne la fiabilité. La voiture termine certes à 2 tours, mais visiblement dans le clan Aston Martin Thor, hein, on rappelle que c'est une alliance entre le constructeur britannique et surtout avec le financement de The Art of Racing, le clan américano-britannique semblait plutôt satisfait de cette première. Ouais, ils ont raison. Ils ont raison, c'est une des bonnes surprises de cette 73e édition, excusez-moi. Et le comparatif avec Lamborghini, il fait mal. Lamborghini, ça fait un an qu'ils sont là, notamment en IMSA. Sur la première course l'année dernière, c'était pareil, c'était Sebring. Alors, ils avaient fait une bonne prestation, hein, pour rappel, pour leur première.
avec pas mal de safety cars qui leur a même permis de mémoire de terminer autour du leader. Là, c'est beaucoup plus dur, hein. 2 courses, 2 abandons. Le programme SC63, là, ça fait quand même grise mine. Et surtout quand on voit, même en perf, l'Aston était mieux. Donc, moi, je dis bravo à Aston Martin. Alors, certes, il manque encore un peu de performance. Pareil, hein, on prend toujours. Pour comparer, on a décidé de se baser sur les 20% des meilleurs tours en course. Ils sont à 1 seconde 1 de la référence qui est la Porsche numéro 7, mais ils sont que par exemple à 4 dixièmes de la Porsche Proton. Moi, je trouve ça très encourageant. Surtout, on les a jamais vus remettre la voiture dans le paddock pour la réparer. Il n'y a jamais eu d'arrêt au stand particulièrement long. Il y a eu une petite pénalité à un moment pour un dépassement de puissance, mais sinon, ça a roulé. Et comme tu disais, sur un circuit qui est dur, autant on pouvait éventuellement être déçu de la prestation au 1812 km du Qatar. Autant là, ça a été bien. C'est encore trop tôt, bien évidemment, hein, pour juger ce projet. C'est la première fois qu'elle roule en IMSA, donc elle bénéficiait. C'était sa première fois qu'elle entrait, hein, dans la table de mesure de VOP. Moi, en tous les cas, j'ai trouvé ça très encourageant et chapeau bas, vraiment, chapeau bas à eux. Il y a des personnes de qualité derrière, il y a Multimatic, hein, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Ça donne de beaux espoirs pour la suite et moi, c'est un de mes coups de cœur de cette édition, clairement. Thibaut, on va passer à la catégorie LMP2. Le LMP2 toujours aussi disputé en IMSA, mais en revanche, la course a été un petit peu perturbée, on va dire ça comme ça, Thibaut, notamment la fin, hein, de cette épreuve. Tu vas nous expliquer pourquoi tout au long de la course. On a vu plusieurs équipes aux avant-postes, hein. On a notamment vu Inter-Europol, on a vu TDS très longtemps en tête avec un excellent Steven Thomas au début de l'épreuve. Pourtant, Thibaut, la fin de course donc en LMP2 a été un peu chaotique. Oui, c'est ça, on peut le dire. Après, donc début de course, ça a été aussi chaotique, hein, parce que dis donc, il y a eu de la casse, il y a eu beaucoup de casse en P2, étonnamment. TDS était un petit peu rentré dans le rang parce que bon, ils ont été percutés par la 88. Il y a Hunter McElrea qui a aussi été l'auteur d'un accrochage, qui a écopé d'un drive-through. Bref, tout s'est pas goupillé comme il fallait au début pour TDS. Maintenant, voilà, avec le dernier Full Course Cielo, ils ont été un peu remis dans le game. Mais là, c'était un petit peu la confusion. En fait, lors du dernier Full Course Cielo, donc Sébastien Bourdet sur la RK numéro 8 de Tower est en tête. Et en fait, il anticipe le Full Course Cielo, tout comme Michael Jensen avec TDS et Paul Di Resta avec United. Il rentre dans la voie des stands, il ressort de la voie des stands. Sauf que là, curiosité, la voie des stands est toujours ouverte. Et au moment de faire le pass around, leurs rivaux, qui étaient restés sur la piste, qui avaient fait l'erreur de rester sur la piste, ont pu se jeter dans la voie des stands alors que normalement elle aurait dû être ouverte un tour plus tard. Et on s'est tous étonnés effectivement de voir à la relance que c'était Maté Jacobsen qui était en tête de l'épreuve devant Tom Dillman. C'était un petit couac au niveau de la direction de course, dommageable bien évidemment parce que et dur pour Tower, hein, qui pour rappel avait déjà gagné les 24 heures de Daytona avant de perdre sur tapis vert pour un sabot trop usé. Là, ça fait un peu, voilà, comme disait Seb Bourdet, ça fait un peu beaucoup là, en 2 courses. Il semblerait que au niveau de la direction de course, on ait un peu admis qu'il y avait eu un petit peu un couac. Je ne sais pas s'ils ont été pressés par le temps parce que c'était la dernière heure. Il n'y avait pas de quoi s'affoler. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette interruption de course? Déjà, TDS en a bénéficié, hein, puisqu'ils étaient cinquième jusque-là, et ça leur a permis de recoller au peloton. Ils ont terminé troisième, ce qui reste un bon résultat. Après, Tower, je peux comprendre qu'ils sont un petit peu plus en rogne. Après, ça sert à rien de taper sur Inter-Europol compétition. Ils ont fait leur course, ils ont bénéficié d'une erreur de la direction de course, tant mieux pour eux. C'est juste dommageable pour le show parce que est-ce que le meilleur a gagné? En tous les cas, au moment d'interruption de course, Sébastien Bourdet était en tête et il aurait dû ressortir en tête. Derrière, la Inter-Europol compétition avait quand même une très bonne voiture. Tom Dillman a été excellent. On ne saura jamais ce qui se serait passé si déjà d'une, il n'y avait pas eu d'interruption de course et surtout de deux, si la règle avait été respectée à la lettre. Voilà, j'aurais bien aimé avoir une explication d'IMSA, je reconnais sur le sujet. L'année dernière, quand il y a eu les 23h58 de Daytona, ils avaient communiqué. Là, on n'a rien eu. On n'a rien eu. Alors, bon, voilà, encore une fois, de ce que j'ai compris, ils ont reconnu auprès des victimes de ce couac qu'il y avait un petit couac. C'est dommageable, mais en tous les cas, Tom Dillman a été excellent, faut le souligner. Sébastien Bourdet, j'en parle pas. Michael Jensen a été aussi, ça sert voilà, c'est juste la confirmation, hein. Il y a du très très haut niveau en P2 chez les pros et les fins de course sont dingues. On aurait aimé un petit peu plus d'équité, mais voilà, c'est comme ça. Hélas, ça a un petit peu gâché la fête, mais c'est ainsi. Pour plus d'informations, Thibaut, tu as rédigé un article très complet sur cette séquence en LMP2 à retrouver sur notre site internet pour tout comprendre, avec notamment les détails du règlement sportif. Et on souligne que notre coup de cœur, hein, du week-end a été attribué à Michael Jensen, hein, le coup de cœur avec 2 barres automobiles. Petite mention aussi pour Jérémy Clark, donc c'était la première course avec Inter-Europol compétition et la première course à Sebring. Il n'avait même pas fait l'IMSA Sanction Test.
Et il a gagné. Preuve il a été brillant. Il a fait son boulot sans en faire trop. Juste histoire de ramener la voiture en bon état pour Tom Dillman pour le Money Time. Et il l'a fait parfaitement. Donc ça a été un invité de dernière minute et il a répondu aux attentes. Et c'était, Thibaut, la première victoire en son nom propre d'Inter Europol en IMSA. Inter Europol, on vous rappelle, qui avait gagné les 24 heures du Mans en 2023 et qui avait déjà débuté en IMSA l'an dernier, mais en association avec Pierre-Wan Mathiasen. Cette fois, c'est une victoire 100% bannière polonaise. Et puis d'ailleurs, comme tu fais bien de le mentionner, ça me rappelle que l'année dernière, ils ont gagné le titre en IMSA. Ils n'avaient pas encore gagné de grande d'endurance. Donc ça y est, c'est chose faite, le tort est réparé. Ils auront deux voitures aux 24 heures du Mans, notamment Tom Dillman qui sera avec Jakub Śmieszowski pardon, et Niki Loli. Et je pense il faudra compter sur eux. Un sacré équipage. C'était donc une première victoire, comme tu le disais, sur une grande course pour Inter Europol en IMSA. C'était également un premier succès sur une grande course d'endurance en IMSA, en GTD Pro pour Lorin Heinrich, champion sortant en GTD Pro, on le rappelle, avec la Porsche 911 AO Racing, la fameuse Rexy que vous connaissez tous maintenant avec sa célèbre livrée dinosaure. Et donc Lorin Heinrich, vainqueur en GTD Pro avec Alessio Picariello et Klaus Bachler, son équipier à l'année, Thibaut en IMSA cette année. AO Racing a repris un petit peu le droit chemin après Daytona. C'est pas tout à fait une surprise de les voir aux avant-postes. On a vu l'an dernier que l'attelage Heinrich AO Racing avait fait des miracles en GTD Pro et on les retrouve cette fois aux avant-postes aux 12 heures de Sebring et donc une première victoire pour Heinrich sur une grande classique devant les deux BMW Paul Miller Racing qui ont été longtemps aux avant-postes dans cette catégorie GTD Pro, Thibaut. Il y a eu du beau spectacle. Ford Mustang a gagné en 24 heures de Daytona. Fallait pas s'attendre à les voir briller à Sebring, hein, c'est clairement pas leur tracé. Il leur faut des longues lignes droites. Il leur faut voilà Du clairement pas ce moteur. que. Il faut du moteur. Pardon? Il faut du moteur. Voilà, c'est ça. Par contre, tu fais bien d'insister sur Lorin Heinrich parce que Paul Miller a été très fort, le Paul Miller Racing. C'est un peu le nouveau bras armé de BMW dans la catégorie GT3. Hein, et d'ailleurs, on retrouve quand même beaucoup de pilotes officiels de la marque au volant. Et ils ont été très très bons. Fallait être excellent pour les battre. Et c'est ce qu'a été au Racing et c'est ce qu'a été Lorin Heinrich. Pour moi, aujourd'hui, c'est un petit peu la nouvelle pépite. Julien Andlauer étant passé dans l'équipe officielle, c'est un petit peu lui la nouvelle on va dire, le nouveau fer de lance du programme GT3. Champion l'année dernière, là, il a encore fait une prestation excellente à Sebring. Bah, je suis désolé, mais il a un petit peu fait oublier Thomas Prenning, hein, qui était qui était un petit peu le chouchou. Prenning, on n'en parle presque plus. Et je sais que déjà l'année dernière, il a été discuté chez Porsche de la possibilité d'offrir à Lorin Heinrich un test au volant 1963. Ils ont dit il est trop jeune, c'est trop tôt, et ils ont certainement raison. Mais il va falloir y venir à un moment. En tous les cas, voilà, tu fais bien de dire, pour moi, c'est une victoire au Racing, mais c'est aussi une victoire à Lorin Heinrich. On a vu prendre le dessus sur les voitures du premier Racing. Et à la relance, ils sont encore échappés. Chapeau à lui. Après, quatrième place pour Dragon Speed, hein, qui était parti de la pole position. Dragon Speed, c'est un petit peu le petit pousset hein, de la catégorie GTD Pro. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais effectivement, ils sont de retour en GT, Thibaut. Ouais, ils sont de retour en GT, ils ont la Rizzi, mais c'est pas en face, attention, en face, il y a du AO Racing avec que des pilotes officiels Porsche, Formula Racing avec le soutien de BM, il y a Ford Multimatic bien évidemment, Corvette Racing, Pratt Miller, enfin c'est PFAF qui a pareil le soutien de Lambeau, donc la prestation de Dragon Speed est vraiment à souligner, donc c'est les seuls représentants Ferrari dans la classe. Bah, chapeau, et j'espère pareil, j'espère qu'il y a un podium qui va arriver rapidement pour donner du baume au cœur à tout le monde. Par contre, on n'a pas du tout vu Proton, qui a été extrêmement discret avec sa Porsche. Pfaff aussi, mais on les a pas trop vus. Beaucoup de problèmes sur les Lamborghini, les Corvettes, Thibaut, de capteurs notamment, Ouais, sur ces deux voitures. c'est ce que j'allais dire, et ma grosse déception, encore une fois, je suis désolé, c'est Corvette. C'est Corvette. On connaît savoir-faire de Pratt Miller, on connaît cette marque qui a une histoire en endurance qui est absolument colossale. Et pour l'instant, c'est décevant. C'est décevant. Donc, ils ont eu beaucoup de problèmes en début de saison. L'année dernière, on s'était déjà étonné des soucis parce que ils nous avaient pas habitués à ça. Que c'est une voiture qui roulait depuis, je crois, plus d'un an et demi en essai. Et là, en fait, ils continuent à avoir des soucis. Et c'est globalement, ouais, pour moi, c'est la déception, là encore une fois, la grosse déception de la catégorie. Il va falloir se ressaisir. Et bon, en tous les cas, c'est sûr qu'ils ne nous avaient pas habitués à ça. Et on les attend clairement plus devant. Je pense pas que ce soit côté perf hein, que ça pêche. C'est vraiment côté fiabilité. Et, enfin, je sais pas, moi, je suis vraiment très déçu
Alors pour l'instant, ça se programme Z06 GT3R qui a vraiment pas apporté les résultats escomptés. Surtout quand on voit Thibaut les pilotes, hein, Antonio Garcia, Alexander Sims, enfin des pilotes rompus à l'IMSA, rompus aux Corvettes aussi, qui connaissent la chanson. C'est sûr que dans le clan américain, dans le clan GM, ça va pas forcément être satisfaisant, surtout de voir les Ford grignoter du terrain en GTD. Exactement, parce que là, mine de rien, ils font 5e Ford. Donc voilà, on avait, il semblerait que la voiture, elle a été pensée comme un prototype, mais bah, peut-être un petit peu trop comme un prototype. Il y a plein de moyens de régler la voiture, il y a plein d'outils, sauf qu'apparemment sa fenêtre de fonctionnement est assez étroite aussi. Pas là en perf, pas là en fiabilité. Va vite falloir voir ce qui cloche. Ce sera intéressant. Alors après voilà, hein, ils ont gagné au Qatar, hein, en LMGT3. Le circuit est peut-être plus exigeant pour les moteurs, mais pas pour la mécanique. Donc va falloir bosser. Thibaut, on va conclure ce numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info spécial 12 heures de Sebring par la catégorie GTD. Un rapide mot de cette classe où Winward Racing a fait son retour aux avant-postes, hein, les champions de l'an dernier qui avaient largement dominé la saison avec un doublé Daytona Sebring, et d'autres victoires, hein, notamment à Watkins Glen pour Philippe Ellis et Russell Ward, un duo qui est cette fois épaulé, comme d'habitude, hein, sur les manches longues par Indy Dondieu. Thibaut, Winward Racing signe une deuxième victoire d'affilée à Sebring. Pourtant, on a longtemps vu AF Corse devant, avec notamment Alessandro Pierguidi qui a fait du Alessandro Pierguidi à tout point de vue. Très rapide, Poleman, très rapide. Problème de frein, on revient devant, on va même chercher des trajectoires plus que hors limite. Lilou Wadou a également fait une belle part de travail, malheureusement. La caisse, honnêtement, elle était dominante. Elle fait pôle en GTD, elle fait pôle en GTD Pro. Et au final, voilà, ils avaient un super coup à jouer. C'est vraiment dommage. Après, en GT3, il y a quand même eu, en GTD, pardon, on a vraiment eu l'impression à un moment que la victoire allait revenir à cette vieillissante Lexus. Ça n'aura pas, encore une fois, ça n'a pas tourné en leur faveur. Il y a une pénalité. Aussi, une troisième place pour Art of Racing qui complète son beau week-end. Pour moi, le principal enseignement, ça a été voilà, AF Corse et Lexus qui auraient pu l'emporter. Et même au début de course, la Ferrari elle est même presque plus rapide que les GTD Pro. Donc il y avait un vrai coup à jouer. Thibaut, on a fait le tour de cette deuxième manche du championnat IMSA 2025, les 12 heures de Sebring, on vous le rappelle, remportées par Porsche Penske Motorsport, la deuxième victoire en 2 courses après les 24 heures de Daytona pour le trio Lorenz Vanthoor, Felipe Nasser et Nick Tandy. Thibaut, maintenant l'IMSA va se retrouver sur des manches sprint, des manches plus traditionnelles, hein. Le cœur de la saison, hein, c'est aussi là où se jouera le titre 2025 en IMSA. Merci Thibaut pour ce tour d'horizon et ce débriefing de ces 12 heures de Sebring. On se donne, nous, rendez-vous prochainement dans un nouveau numéro. Et d'ici là, évidemment, restez connectés sur toutes les plateformes pour retrouver ce numéro et également les anciens si vous les avez manqués. Et n'hésitez pas également à vous abonner à Endurance Info pour avoir tous nos articles exclusifs. Merci Thibaut et à une prochaine. Merci à tous.